Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de notre série Maîtriser l'automatisation. Mon nom est Stéphane Hort, je suis gestionnaire de compte chez Créaform et aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Charles Hubert, chargé de projet en automatisation. Ensemble, nous allons partager un sujet pas mal intéressant, euh, les équipements vieillissants. L'obsolescence, la pression de performance et l'évolution technologique sont des réalités incontournables. Mais plutôt que de subir, il est temps de transformer ces défis en opportunités. Bien sûr, durant la session, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez utiliser le panneau prévu à cet effet, puis on va prendre le temps d'y répondre à la fin de la présentation. Alors, sans plus attendre, commençons. Les sujets pour notre présentation d'aujourd'hui, d'abord, comment reconnaître les signes d'obsolescence et déterminer le bon moment pour moderniser vos équipements. Ensuite, les critères pour faire les bons choix, des choix éclairés, observation, analyse, risque. Et enfin, les différentes stratégies de modernisation, remplacement complet, rétrofit ou solution hybride. Oh, c'est quelque chose avec mon... Excusez, pardon. J'ai un petit enjeu avec mon clavier. Un instant. Donc, merci, Charles Hubert. Depuis 2002, Créaform évolue avec audace et innovation. D'abord une firme en service de génie en ingénierie, elle développe dès 2005 ses propres technologies de numérisation 3D, devenant un leader en métrologie et en rétro-ingénierie. En 2013, elle rejoint Amtech, accélérant notre expansion mondiale. Ensuite, l'acquisition de Crank Software en 2021 marque notre entrée dans le développement de logiciels. Et en 2024, l'acquisition de Vertec qui renforce notre offre en projection laser. Aujourd'hui, Créaform poursuit sa croissance, toujours guidé par la même ambition, repousser les limites de l'innovation. Vous allez m'excuser, je n'ai pas trop compris pourquoi. J'ai un petit enjeu avec mon clavier, donc Créaform, c'est plus de 150 experts en ingénierie multidisciplinaire. Notre force, une équipe agile et complémentaire, capable de relever des projets les plus complexes avec précision et savoir-faire. Notre force, s'adapter à vos besoins, ressources sur demande, renfort ciblé ou mandat clé en main. Notre approche est souple, efficace et orientée sur les résultats. Créaform est certifié ISO 9001, 27001 et 14001. Nous assurons une gestion rigoureuse des données conforme aux exigences des secteurs les plus réglementés. Chez Créaform, on couvre tout le cycle de développement d'un produit, du design industriel à la mise en production. Nos équipes intègrent l'expérience client, UX, ingénierie mécanique, électrique, automatisation et génie manufacturier. Notre force, une approche intégrée, fluide et orientée sur les résultats. Nous nous distinguons aussi par notre expertise en simulation numérique, la plus grande équipe au pays, avec des solutions avancées en FEA, en CFD et en DEM, pour optimiser la performance, la fiabilité et l'innovation. Et maintenant, pour entrer dans le cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, équipement vieillissant, je cède la parole à Charles Hubert, chargé de projet en automatisation. À toi, Charles Hubert. Oui, merci Stéphane et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche inévitablement toutes les usines, l'obsolescence et le vieillissement des lignes de production. Pour certains, c'est un sujet qui reste flou. Comment planifier une modernisation rentable? Nos clients se posent souvent les mêmes questions. Comment détecter les signes avant-coureurs d'obsolescence et de vieillissement? Comment analyser la fiabilité réelle de nos équipements? Comment savoir si un projet d'automatisation est réellement un bon investissement? Puis surtout, comment justifier ce projet-là et quelle stratégie de modernisation on doit choisir. Aujourd'hui, je vais survoler tous ces points pour vous donner une vision claire de ce qui doit être fait en amont, avant même de déposer un PO chez un intégrateur ou d'acheter une machine chez un fabricant de machines. Alors, le but aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'il existe une réflexion structurée pour arriver à des projets d'automatisation qui sont des réussites du début à la fin.
On peut avoir 1001 stratégies de gestion de projet, mais si dès le départ, l'identification des problématiques sont mal définies, eh bien, même si on respecte l'échéancier, même si on reste dans nos budgets, même si nos démarrages sont impeccables, si la machine ne répond pas aux besoins réels, ça ne sera jamais un bon projet. Une modernisation rentable, c'est elle qui règle les bons problèmes sans en créer de nouveaux. Pour ça, chez Craform, on a établi une démarche d'avant-projet très claire. Observer, donc reconnaître l'obsolescence ou le vieillissement. Analyser, on va évaluer notre projet, puis décider quel choix stratégique qu'on prend pour par la suite agir. Aujourd'hui, agir, j'en parlerai pas beaucoup car on a un webinaire sur notre gestion de projet. Mais en gros, notre démarche, là, ça permet de choisir la bonne solution au bon moment pour les bonnes raisons. Bon, maintenant, on va voir le premier point ensemble, là, observer. Observer, c'est aller sur le terrain, parler aux opérateurs, à la maintenance, à la production. Le but d'observer, c'est d'identifier ce qui est toléré aujourd'hui, mais qui ne devrait plus l'être. Pourquoi je peux dire qu'il faut se forcer d'observer? C'est parce que les équipes s'adaptent tellement qu'ils ne voient plus nécessairement les problèmes sur les planchers. Observer consciemment, ça permet de détecter des signes avant-coureurs de dégradation. Important, c'est qu'observer, ça se fait quand tout va bien. Pas en mode d'urgence. C'est ce qui est difficile à faire, car observer, ça ne se fait pas nécessairement quand c'est évident d'observer. Mais heureusement, aujourd'hui, on a des stratégies pour vous, simples, pour vous aider à avoir un regard objectif sur vos lignes. Le but, c'est d'être capable de voir la dégradation dans le temps, puis de prévoir la chute avant que ça devienne dramatique. Tout d'abord, je veux avant tout faire la distinction entre l'obsolescence et le vieillissement. C'est une distinction fondamentale qu'on doit faire avant d'observer. Parce que l'obsolescence et le vieillissement, ça ne va pas amener les mêmes stratégies d'automatisation. En gros, un équipement peut être vieillissant, mais encore pertinent, ou obsolète, même s'il fonctionne très bien. Beaucoup d'erreurs de stratégie viennent du fait qu'on confond les deux. Ici, j'ai mis les définitions. Qu'est-ce que l'obsolescence? L'obsolescence, c'est le fait qu'un procédé ou une solution perde sa pertinence fonctionnelle, économique ou normative dans un contexte donné, indépendamment de son âge et de son état. Ça, c'est très important de comprendre. Ça ne vient pas avec le fait que l'équipement est vieux, qui est obsolète. Ce n'est pas nécessairement lié. Puis le vieillissement, c'est plus connu un peu. C'est la dégradation physique ou matérielle d'un élément au fil du temps, entraînant une perte de performance ou de fiabilité. Pourquoi il faut bien distinguer le vieillissement et l'obsolescence? Pour vous donner un petit exemple facile à comprendre, même une ligne installée en 2020 peut devenir plus problématique qu'une ligne de 1980. Je m'explique. Si le projet en 2020 a mal été défini au départ, si vos besoins ont changé dans le temps, si l'usage réel que vous en faites, ça ne correspond plus au design initial de votre machine, bien, ça crée une ligne obsolète. Il ne faut jamais tomber dans le piège de dire c'est neuf, donc pas besoin de le surveiller. Non plus prendre la durée de vie théorique, exemple 20 ans, puis dire on va avoir une performance stable sur 20 ans. Observer en continu, ça nous permet de rester en contrôle de notre plancher. Donc, je vous ai fait un petit tableau là, pour résumer bien la différence entre les deux. Quelle est la nature de l'obsolescence? C'est la perte de pertinence fonctionnelle, économique ou normative. Quelle est la nature du vieillissement? C'est la dégradation physique ou matérielle avec le temps. Qu'est-ce qui cause l'obsolescence? C'est l'évaluation du contexte de votre usine. Qu'est-ce qui cause le vieillissement? Usure, fatigue, corrosion, vieillissement des composantes. C'est indépendamment de quoi, ça, l'obsolescence, ça peut survenir même si le système est en parfait état. Puis le vieillissement, c'est directement lié à l'âge et à l'état physique. C'est quoi les caractères principaux? Relatifs et contextuels, fait que ça dépend vraiment des exigences actuelles, des normes actuelles pour l'obsolescence. Puis c'est absolu et inévitable. Le vieillissement va arriver, c'est sûr, c'est un processus naturel sur vos équipements. Un exemple d'une machine obsolète, c'est une machine totalement fonctionnelle, mais incompatible avec les nouvelles normes de sécurité, parce que les normes ont évolué. Un vieillissement, un moteur dont les roulements sont usés après des années d'utilisation. C'est important aussi de comprendre qu'un procédé peut être obsolète sur un plancher dans une usine X, mais pas l'être dans l'usine Y. Je vais vous donner quelques exemples de signes de vieillissement et d'obsolescence. Les signes les moins évidents sont souvent plus dangereux parce qu'on les prévoit moins bien, puis on se fait souvent surprendre par les signes moins évidents. Exemple de signes classiques, ça va être souvent lié avec du vieillissement parce qu'ils vont être plus faciles à voir. Les arrêts de ligne prolongés fréquents, l'augmentation des pannes imprévues, les pièces de rechange qui se font rares, technologie dépensée, rendement variable, ça peut aussi être un signe d'obsolescence. Les signes moins évidents, difficulté pour des commandes urgentes. Quand une commande est urgente, on veut produire plus rapidement, on n'a aucune agilité, on n'est pas capable de le faire.
Un problème en scaling de production, ce que je veux dire par là, c'est que quand votre production augmente, ça peut être une ouverture d'un nouveau chiffre ou on veut juste augmenter notre production. La qualité, la suivi de nos pièces, on tombe avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de rework. C'est là que ça devient problématique. Les dépendances excessives aux opérateurs expérimentés. Quand on a des gens en vacances, quand on a des départs à la retraite, on perd toute notre connaissance et on n'est plus capable de produire. Compétitivité affaiblie. Délai long, flexibilité limitée. Fait que parfois, versus un de vos concurrents, vous n'êtes pas capable de faire des modifications sur vos produits, vous n'êtes pas capable de. Ben, ça peut être des signes que votre procédé est obsolète. Pourquoi il faut reconnaître rapidement l'obsolescence et le vieillissement? Avant de parler de stratégie, là, il faut comprendre pourquoi c'est essentiel de reconnaître tôt l'obsolescence et le vieillissement. Quand on attend trop longtemps, on perd le contrôle, puis quand on perd le contrôle, c'est là qu'on prend des mauvaises décisions. Le premier point que j'ai mis ici, c'est simple. Si on réagit trop tard, on finit par prendre des décisions dans l'urgence. Et les décisions prises en mode de crise, c'est presque toujours les projets les plus chers, les plus risqués, puis les moins optimisés. On choisit ce qui est disponible, mais pas ce qui est optimal parce qu'on n'a plus nécessairement le temps de le faire. Le point 2, c'est un point très important, là, des fois qui est un peu plus méconnu. Mais quand vos vieilles machines prennent toute votre énergie, la maintenance devient réactive. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez plus le temps ni les ressources pour faire de la maintenance préventive sur vos nouveaux équipements. Donc, un équipement qui allait super bien, vu que vous mettez toute votre énergie sur l'équipement vieillissant ou l'équipement problématique, ben lui, il n'y a plus de maintenance préventive qui se fait. Puis là, c'est le début d'un cercle vicieux. Là. Les vieux équipements vous tirent vers le bas, les nouveaux commencent à se dégrader parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. On empêche même la détection préventive là, des problèmes qui pourraient être faciles à corriger sur nos équipements nouveaux. Ici, réduire les pertes, ça peut sembler monétaire, temps, énergie, ça peut sembler évident aussi, mais souvent, les entreprises qui veulent automatiser sont en bonne santé financière, elles font déjà de l'argent, mais la vraie question, c'est combien de plus pourrait-elle faire si les pertes étaient éliminées? On cherche parfois à augmenter nos prix ou notre volume de production pour améliorer nos marges, mais parfois, un seul bon projet bien défini, bien ciblé, peut dégager un ROI extrêmement rapide, puis juste en éliminant des pertes cachées, on vient déjà augmenter nos marges. Reconnaître rapidement là, le point 4, ça revient un peu sensiblement au point 1, là, mais si on reconnaît tôt les signes d'obsolescence, on peut planifier intelligemment nos stratégies d'automatisation. On ne se retrouve pas à faire un projet dans le chaos. On reprend le contrôle du plancher puis on choisit la bonne stratégie. Le but, c'est vraiment, quand on les reconnaît tôt, on peut mettre nos fondations solides. Une petite phrase clé là, que j'ai mis en bas, là, mais un procédé problématique peut fonctionner pendant des années, mais pendant ce temps, il fragilise silencieusement tout le plancher. Fait que, reconnaître tôt, c'est vraiment prendre le contrôle avant la crise. Maintenant que le problème est reconnu, là, la question devient est-ce que ça vaut vraiment la peine d'agir, puis à quel niveau, c'est quoi les efforts qu'il faut mettre là-dedans? C'est là qu'analyser, ça va nous permettre de répondre à cette question-là. Le piège numéro 1, c'est de sauter tout de suite de la partie analysée, de la partie observée à la partie agir. Souvent, c'est ce qu'on voit quand les projets sont moins bien structurés. Après avoir observé, on passe tout de suite en mode solution, puis ça, c'est un gros piège à éviter. Ici, le but, c'est de s'assurer de bien lire et de bien comprendre le problème avant de répondre à la question. Quand on parle d'analyse, comment analyser rapidement sans lancer un projet lourd? Ça, on parle vraiment d'analyse que vous pouvez faire vous autres même. On pense tout de suite à quelque chose de lourd. Une analyse dans notre tête, ça peut résonner lourd. On pense à des audits, des rapports, des consultants. Mais la première étape, ce n'est pas d'aller dans des gros projets compliqués. C'est ce qu'on veut faire, c'est une analyse rapide, objective, puis surtout utile de notre plancher. Le but de l'analyse rapide, c'est de donner du tangible à nos observations terrain. Observer, c'est bien, mais pour décider où on met notre énergie, il faut quelque chose de mesurable. L'analyse sert à prioriser quelle ligne ou quel équipement mérite vraiment, après ça, une analyse approfondie. L'approche qu'on a chez Craform ou qu'on dit à nos clients de prendre, c'est on commence par une liste d'enjeux généraux. Ici, j'en ai identifié quelques enjeux généraux. On retrouve partout dans les environnements de production ces enjeux généraux-là, maintenance, performance, qualité, sécurité, ergonomie, disponibilité des pièces, bref, là, tous les irritants classiques qu'on peut retrouver sur un plancher de production.
Ensuite, on va simplement évaluer chaque ligne en fonction de ces enjeux. Ce n'est pas scientifique à 100%, mais ça nous donne un bon portrait objectif. La méthode qu'on utilise, c'est une fiche de pointage ou une scorecard. On va aller mettre dans le fond une notation de 1 à 5 sur chaque enjeu qu'on a identifié. Son objectif, ce n'est pas d'être parfaite, c'est vraiment d'être objectif et partagé. Autrement dit, là, le but de ça, c'est que tout le monde voit la situation de la même façon. La scorecard, ça permet d'aligner toutes les équipes sur un point commun. Puis ça évite des discussions basées sur moi, je pense que, nous, on croyait que, selon nous, cette ligne-là va bien. Avec la fiche de pointage, on parle vraiment des faits, pas sur des perceptions. L'important de comprendre avec ça, c'est qu'on se compare avec soi-même. Vous ne vous comparez pas à l'industrie. L'objectif, c'est d'identifier votre département le plus problématique dans votre propre réalité. On commence high level. Fait que le but, c'est de commencer un peu high level. On peut comparer département versus département, ligne versus ligne. Puis après ça, au besoin, on descend machine versus machine dans la même ligne pour se rendre à plus précisément. C'est quand on arrête l'analyse, on arrête quand la taille de ce qu'on analyse correspond à la taille du futur projet d'automatisation. Si votre projet, si vous avez le budget en 2026 pour viser une machine, on arrête à la machine. Si vous avez des plus gros budgets, on peut arrêter à la ligne. L'objectif de l'analyse, c'est vraiment pas de déclencher un projet immédiatement, c'est de savoir quel projet ou quelle ligne mérite une analyse plus profonde et dans quel ordre on va faire les choses. Plus l'observation est riche, puis plus votre analyse va être objective. Je vais vous donner l'exemple de deux lignes fictives, la ligne A et la ligne B. Les critères qu'on voit ici, là, au final, c'est notre liste d'enjeux standard qu'on va analyser pour chaque ligne ou chaque machine. Donc, on regarde toujours les mêmes enjeux pour notre plancher de production. Comme j'ai dit, le but, c'est de comparer nos lignes avec nos lignes. Le but de mon exemple, c'est de vous montrer qu'il existe un style de tableau que vous pouvez utiliser. Ici, on voit là, mes deux lignes. Ça peut sembler similaire à la fin, là, mais quand on regarde comme il faut, c'est des priorités complètement différentes. Fait que ça va être vraiment à prioriser, mais pas à concevoir la solution. Je vous donne un exemple, là, comment ça fonctionne. Disponibilité des pièces de rechange. La ligne A a 3, la ligne B a 4. On se souvient que plus que le chiffre est haut, plus que c'est un enjeu important pour votre plancher. Donc, après discussion, vous auriez pu dire technologie dépassée ou non standardisée pour la ligne A. La technologie n'est pas tout dépassée, c'est une ligne flambant neuve. Mais pour la ligne B, elle est à milieu de sa vie utile ou à peu près. Bon, on va y mettre un 2. Les autres, je vais les passer un peu vite, mais je vais vous donner des idées de critères. Là. Fin de support du fabricant, fréquence des pannes, temps moyen de réparation, dépendance à des experts spécifiques, coût de maintenance, impact sur la production en cas de panne, variabilité de la qualité, traçabilité de production, quantité d'opérateurs, qualification des opérateurs, écart aux normes actuelles SST, protection insuffisante ou dégradée, historique d'incidents ou de presque accidents. On peut avoir beaucoup plus de critères. Là. Le but, c'est de mettre des critères qui vous parlent chez vous. Aussi, ce qu'on peut faire, si on veut rendre encore plus la fiche de pointage parlante, on peut mettre des pondérations. Exemple que vous, sur votre plancher en 2026, vous avez une initiative de vraiment réduire les accidents puis réduire tous les enjeux santé-sécurité. Bon, on aurait pu tout pondérer, mettons les 3 derniers ici, avec une pondération de 2. Fait que dans le fond, la ligne A aurait eu 1 x 2, donc 2. La ligne B aurait eu 2 x 2, donc 4. Fait que ça vient créer un écart plus élevé à la fin de ton score total. C'est une petite stratégie bien simple, mais ça permet vraiment d'avoir un regard objectif et d'avoir les discussions sur des faits. Méthode d'analyse profonde. Quand l'analyse rapide qu'on a faite avant, ça révèle qu'il faut agir, maintenant, il va falloir quelque chose. Si vous réalisez qu'il faut faire quelque chose dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années concernant une machine ou une ligne, c'est exactement à ce moment-là que vous devez soit nous appeler si vous n'avez pas les compétences, si vous ne sentez pas que vous avez les compétences internes en génie industriel ou en automatique, en automatisme, c'est le temps de nous appeler. Important, ce n'est pas le moment, un coup qu'on a fait une petite observation rapide avant de faire soumissionner une ligne neuve. Si on veut que les fondations du projet soient solides, il faut d'abord comprendre précisément quels sont les vrais problèmes. Parfois, la scorecard va nous dire que cette ligne-là est problématique, mais quand on creuse, on se rend compte que tous ces problèmes-là viennent d'enjeux connexes qui ne seront pas réglés par une ligne neuve. Cette phrase-là, ici en haut, là, ça résume un peu la philosophie derrière notre approche. Là. Aucune solution, seulement la vérité du procédé.
tant qu'on n'a pas analysé la réalité du procédé, toute solution reste un pari. Quand on parle de projets là, à plusieurs centaines de milliers, parfois plusieurs millions, là, un pari, c'est beaucoup trop risqué à prendre. C'est pour ça qu'on doit analyser en profondeur. Quand on arrive chez vous, exemple que nous, on fait votre analyse profonde, là, une fois qu'on entre dans l'analyse approfondie, on applique une méthodologie en 3 grandes étapes. Ce sont des étapes qui garantissent que chaque décision repose sur du concret. Tout d'abord, on va faire la décomposition et la compréhension de votre ligne, l'identification et l'analyse des enjeux, et la qualification du risque et des enjeux. Ce travail-là, c'est vraiment ce qui permet de préparer un futur projet d'automatisation qui répond aux bons problèmes. Sinon, on investit beaucoup, mais on risque de complètement shooter à côté de la cible. Ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de ce travail-là, chaque dollar investi devienne un dollar bien placé. La première étape de notre analyse approfondie, c'est la décomposition et la compréhension du procédé. L'objectif, c'est de voir la réalité telle qu'elle et pas telle qu'elle est supposée être. Ça, c'est vraiment important de comprendre, c'est d'avoir les vraies informations du plancher. Excusez-moi. On commence par découper le procédé en sous-procédés. On n'attaque pas tout d'un morceau. C'est important de bien segmenter pour ne pas se perdre. On ne regarde plus la ligne comme un gros bloc global, mais une série d'étapes distinctes, chacune avec son rôle et ses inputs-outputs différents. Ensuite, analyse selon le flow matériel. Ça, c'est personnellement moi qui préfère faire ça. Là. On suit le flow matériel, on veut comprendre exactement comment la matière avance, où est-ce qu'elle attend, où est-ce qu'elle est manipulée, où est-ce qu'elle peut se dégrader ou créer des variations. C'est vraiment ça qu'on veut voir en suivant le flow matériel. Observation terrain. On observe les opérateurs, les gestes, les micros-arrêts, les ajustements manuels qui vont être faits. Bref, on observe vraiment tout ce qui se passe puis qui n'est pas écrit dans une séquence théorique. Parce que des fois, ce qui est écrit dans les séquences ou les procédures versus ce qui se passe vraiment, c'est pas la même affaire. On documente ce qui existe, fait qu'on s'assure de prendre toutes les notes puis de documenter comme il faut tout ce qui se passe sur la ligne. Aussi, c'est le bon moment, là, quand on fait la décomposition et la compréhension, d'ajouter du monitoring quand c'est utile. Fait que si on est d'avance dans nos projets d'automatisation, on peut même installer des outils de monitoring temporaire sur les lignes. Fait qu'exemple, on pourrait installer des capteurs pour mesurer les downtime, mesurer la cadence réelle, la variabilité de votre production, la consommation de matériel, les non-conformités, on peut mettre des caméras. Ces capteurs-là, ce n'est pas nécessairement une solution, mais c'est des outils qui vont nous aider à révéler la vérité du procédé. Par contre, quand on va arriver à la solution finale, on pourra tout réutiliser ça pour créer des machines 4.0 avec des OI intégrés, analyse automatisée, montée de données dans le cloud, toutes ces affaires-là, on peut réutiliser notre matériel. Fait que le but ici, c'est vraiment de collecter le maximum d'informations factuelles pour après ça ensuite les analyser. Identification et analyse des enjeux. Une fois qu'on a décomposé et compris le procédé de façon factuelle, on peut enfin passer à l'identification et à l'analyse des enjeux. C'est ici qu'on commence à mettre des mots et des causes sur ce qui ne fonctionne pas dans la ligne. Nous, ce qu'on utilise, c'est le diagramme d'Ishikawa pour révéler les causes réelles. Là. Pourquoi? Parce que dans le fond, le diagramme d'Ishikawa, il permet de mettre en lumière les problématiques connexes et celles qu'on ne voit pas au premier regard. Ce qu'on voit souvent, c'est que le problème principal est rarement le vrai problème. Très souvent, là, ce qu'on pensait qui était principal, en réalité, c'est juste un symptôme d'une autre problématique. Il y a souvent, dans le fond, une cause derrière le symptôme, puis souvent même des fois une cause derrière la cause, puis ça peut aller loin. Là. C'est exactement ici que beaucoup de projets se trompent de cible. Ils essaient de corriger le symptôme, exemple vibration, qualité, cadence, downtime, alors que la vraie cause est ailleurs. Procédé instable, absence de standard, variabilité de matière, méthode, opérateur ou même les designs mécaniques. C'est une étape vraiment critique parce que si on saute cette étape-là, on finit par bâtir des solutions qui ne règlent pas les bons problèmes. On va se tromper de cible, comme j'ai parlé. À partir de là, même un projet bien exécuté devient un mauvais projet. Une fois qu'on a complété cette étape-là, le but, c'est d'avoir une vision claire sur toutes les causes majeures, les causes secondaires, les liens entre tes différents enjeux opérationnels. Puis c'est à ce moment-là qu'on peut dire, OK, j'ai ciblé le vrai problème, puis on est prêt après ça
à analyser, mettre des valeurs sur ces problèmes-là. Qualification du risque et des enjeux. Bon, maintenant qu'on connaît toutes les causes réelles, il reste une étape essentielle, c'est de qualifier les risques et les enjeux. Parce qu'un problème qu'on comprend, ce n'est pas encore un problème prioritaire. Oui, on comprend qu'on a un problème, mais à quel point il est prioritaire, puis c'est avec la qualification du risque et des enjeux qu'on va être capable d'aller dire OK, c'est vraiment important qu'on attaque ce problème-là en priorité. On va commencer par qualifier le risque associé à chacun des enjeux identifiés dans le Ishikawa. Si je reviens avant, là, dans le diagramme, on ne le voit peut-être pas super bien, mais il y a plein d'enjeux. On va aller tous les qualifier, ces enjeux-là. Donc, qualification du risque. Impact réel. C'est quoi l'impact concret de cet enjeu-là? Est-ce que ça crée des arrêts? Est-ce que tu as de la perte de matière? Est-ce que tu as des défauts de qualité? Est-ce que tu as des risques de sécurité? Après ça, on va aller regarder la fréquence, l'occurrence de tout ce qu'on a vu. À quelle fréquence ça arrive? Une fois par mois, une fois par chiffre. La fréquence, ça change énormément la gravité de cet enjeu-là. Par la suite, détectabilité. Il y a des enjeux que c'est facile à détecter, il y en a d'autres que c'est très difficile à prévoir, puis quand ils arrivent, c'est problématique. Bon, ben, ça va venir encore plus justifier le fait qu'il faut poser une action. Ensuite, on rentre dans les enjeux on va aller, tous les enjeux qu'on avait dans notre diagramme, on va aller les mettre dans deux grandes catégories, les enjeux tangibles versus les enjeux intangibles. Les enjeux tangibles, c'est vraiment tous les enjeux qu'on peut venir attribuer un coût ou une valeur à ces enjeux-là. Exemple, les pertes de production, on peut aller attribuer un coût, les coûts de maintenance, tout le rework qu'on fait, la perte de temps, le coût personnel. C'est souvent tout ce qu'on va utiliser pour fabriquer notre ROI, là, dans le fond. Fabriquer le budget qu'on va avoir pour notre projet d'automatisation. Par contre, il ne faut pas oublier les enjeux intangibles. Ceux-là sont plus subtils, mais souvent encore plus importants. On parle de risques d'arrêt prolongé, des dépendances technologiques, des risques de sécurité, des non-conformités futures, l'impossibilité même de supporter la machine dans le temps. Ils sont difficiles à chiffrer, mais ils peuvent coûter énormément cher s'ils surviennent au mauvais moment. C'est souvent des fois des enjeux qui n'arrivent pas tout le temps. Fait que c'est difficile de leur mettre un coup, mais qui arrive, ça peut faire shifter les coûts de maintenance. C'est important de s'assurer qu'on connaît nos capacités futures aussi. Quand on fait l'analyse, exemple, nous, on l'a fait pour vous, on va aussi s'asseoir avec vous pour regarder vraiment vos projections dans les prochaines années. Là. Parce qu'un procédé qui fonctionne aujourd'hui, ben, il est peut-être incapable de supporter votre réalité dans 2 ans, exemple. Par exemple, votre production à double dans 2 ans, ben, on pourrait, avec vous, d'établir qu'on a X% de chances que des coûts liés aux enjeux tangibles doublent aussi. On utilise donc vos projections pour formuler des hypothèses réalistes et éviter les mauvaises surprises, pour s'assurer que le projet qu'on va mettre sur votre plancher, il va être bon pour la vie utile de la machine. Par la suite, on produit un rapport d'analyse avec tout ce qu'on a mentionné. Puis c'est à ce moment-là ce rapport-là, là, ça représente votre situation actuelle, mais ça représente aussi vos capacités futures. Cette étape-là, dans le fond, est une des plus cruciales. Là. Ça permet d'expliquer clairement pourquoi attendre est risqué. Elle donne une base solide pour justifier votre projet d'automatisation ou de modernisation. Sans qualification des risques, on navigue à l'aveugle. Avec, on peut enfin prendre des décisions qui tiennent la route financièrement, techniquement et stratégiquement. On est enfin dans la partie qui commence à devenir plaisante. Là, décider quel projet, quel choix technique on va prendre. On va prendre l'analyse qu'on a effectuée avant pour trouver les meilleures stratégies pour attaquer concrètement chacun des enjeux. Il n'existe pas une seule bonne stratégie de modernisation. Là. Des fois, il peut y avoir 2 stratégies qui vont régler qui vont quand même régler la problématique. Mais je vais séparer les stratégies dans 3 grandes familles pour vous les expliquer. On a la modernisation à l'identique, l'upgrade ciblé, puis la refonte complète.
La stratégie 1, modernisation à l'identique. Souvent une stratégie, je dirais, sous-estimée. Honnêtement, c'est une stratégie puissante, low risk, puis qui peut très bien faire sur votre plancher. Quand le procédé, dans le fond, il est encore valide, qu'il fonctionne bien, puis qu'il donne des bons résultats, mais que c'est l'équipement qui commence à vieillir, refaire exactement le même procédé, mais avec des technologies modernes, ça peut transformer complètement la performance. On réduit le downtime, on stabilise l'opération, puis surtout, on limite le changement humain. Parce que ça, c'est de quoi qu'on ne prend pas toujours en considération dans nos projets d'automatisation. Mais les opérateurs savent déjà comment la ligne fonctionne, puis on ne veut pas toujours bouleverser leur repère, puis que le takeover, après, là, le takeover de votre ligne, quand on l'installe, il est beaucoup plus facile si on fait de quoi ils connaissent déjà, qu'ils ne perdent pas leur repère. La stratégie d'upgrade ciblé, c'est la deuxième stratégie. C'est quand le cœur de la machine, dans le fond, est encore bon, mais qu'on va aller upgrader certaines sections de la machine. On va l'utiliser quand le procédé fonctionne quand même bien. On ne veut pas tout changer. On veut simplement cibler précisément les sous-systèmes qui limitent la performance, puis la qualité et la sécurité de votre machine. Souvent, c'est la stratégie avec un bon ROI à court moyen terme. Puis c'est souvent quand même efficace quand on identifie un sous-système précis. Par exemple, on identifie une section de la ligne là, qui crée, mettons, 80% des problèmes. Ça devient un projet quand même efficace d'aller juste attaquer cette partie-là. Par contre, ce que je veux mettre quand même en garde, c'est une des stratégies qu'on sait qu'il y a beaucoup d'engouement envers cette stratégie-là, mais c'est aussi la stratégie la plus risquée, c'est mal géré. L'upgrade ciblé semble souvent être le meilleur des deux mondes, mais c'est aussi dans bien des cas la stratégie la plus risquée. Puis pourquoi? C'est parce que tout ce qu'on touche doit être parfaitement s'intégrer avec ce qu'on ne touche pas. Ça, des fois, c'est difficile à faire. Il faut savoir qu'on dispose d'une fenêtre. Il faut valider nos fenêtres de shutdown parce qu'effectivement, c'est plus difficile des fois de faire un upgrade sur une machine que d'installer une nouvelle. On doit aussi bien comprendre l'impact des modifications. Est-ce qu'on a bien analysé ce que cette modification elle va changer sur la ligne? Pas seulement dans le système, mais après tout ce qui se passe avant et après dans ta ligne. Est-ce qu'on a bien validé l'impact de notre modification? Contrairement, exemple, à une modernisation complète, puisqu'on va aller tout remplacer, un upgrade ciblé, c'est plus difficile à simuler. On peut avoir plus de difficultés à faire nos FAT. Les FAT, c'est des tests qu'on effectue sur une machine neuve pour s'assurer qu'elle est conforme. On n'a pas toujours tout le matériel parce qu'il y en a beaucoup qui restent sur la ligne actuelle, sur votre ligne actuelle. Donc, il faut avoir des super bonnes stratégies pour s'assurer qu'au Go Live, ça se passe bien. Rassurez-vous, par exemple, là, on a énormément de clients satisfaits d'upgrades ciblés qu'on a réalisés. Quand c'est bien planifié, bien analysé et bien exécuté, c'est une stratégie ultra rentable. Un exemple concret d'upgrade ciblé qu'on fait souvent, là, nous, chez Créaform, ça va être pour les systèmes de sécurité. Parfois, on a des lignes vieillissantes, mais on veut upgrader les systèmes de sécurité. Là, en 2025, j'ai exécuté un upgrade sur une ligne de production là, pour un système de sécurité. On est venu mettre beaucoup de capteurs, des nouvelles unités hydrauliques. On est venu mettre un HMI, un PLC dédié. On est vraiment venu upgrader une ligne vieillissante, mais on s'est assuré qu'elle était rendue correct avec les normes actuelles. Sinon, on a aussi la stratégie 3, là, qui est la refonte complète. Ça va être vraiment là, la création d'une nouvelle machine. C'est la stratégie la plus lourde, mais c'est aussi la plus logique car le procédé lui-même est la limite. Autrement dit, ce n'est plus l'équipement qui est le problème, mais c'est la manière de produire qui devient le problème. Repartir à neuf, ça devient des fois nécessaire quand on atteint un point où moderniser ou upgrader, ça ne suffit plus. Le procédé a été poussé au maximum. Il n'est plus capable d'atteindre les cadences, de répondre aux exigences qualité, de supporter les nouvelles variantes, d'offrir un niveau de sécurité acceptable aussi. Là. Dans ce cas-là, il faut parfois repartir à neuf, puis redéfinir complètement le procédé, puis créer une nouvelle machine autour de celui-ci. Par contre, lui aussi, une petite partie à s'assurer. Une refonte complète, mal encadrée, ça peut créer plus de problèmes que ça n'en règle. Deux éléments qui deviennent critiques absolument quand on fait une refonte complète, c'est d'avoir un cahier des charges parfait, puis un plan de transition. Il faut avoir un plan de transition parce que là, on amène beaucoup de changements sur un plancher.
Si l'un des deux est mal défini, c'est là qu'on tombe dans des dérives de coûts, puis de délais, puis de performance qui peuvent faire shifter les coûts de projet. L'un des pièges les plus fréquents là, aussi, là, quand on fait une refonte complète ou la création d'une machine, c'est d'être overkill. Quand je dis être overkill, c'est quand on n'a pas fait une bonne analyse au départ, l'analyse n'a pas été faite correctement. On a tendance à vouloir acheter une machine qui fait tout. Plein de fonctionnalités utiles juste pour être sûr de rien oublier. Le résultat, c'est que le projet coûte beaucoup plus cher et il est beaucoup trop complexe. Ça devient, excusez-moi, ça devient un projet qui est difficile à justifier sur le ROI. Là. Fait qu'on ne doit jamais acheter, exemple, une Ferrari quand on n'a pas besoin d'une Ferrari. La bonne refonte, c'est elle qui répond exactement à vos besoins réels. C'est pour ça que l'analyse est extrêmement importante. Fait que c'est une refonte complète, c'est vraiment pas une machine ultra complexe. Ça ne veut pas dire que c'est une machine ultra complexe. C'est une machine parfaitement adaptée au procédé, ni plus ni moins. Puis ça dépend entièrement de la qualité et de l'analyse qu'on a faite précédemment. Puis aussi, c'est super important d'évaluer comme il faut les besoins futurs. Un petit résumé là, sur quand appliquer quelle stratégie. Tout d'abord, la modernisation à l'identique. On va souvent l'utiliser quand votre procédé est valide, mais votre technologie est vieillissante. Souvent, là, il n'y a pas d'amélioration dans la manière de produire, dans la façon de faire les choses. On veut juste faire un copier-coller puis s'assurer qu'on remet ça à niveau. Upgrade ciblé, comme j'ai parlé, c'est un procédé obsolète souvent, mais c'est une machine encore saine. La machine est bonne, mais votre manière de faire les choses a évolué dans le temps. Fait qu'on peut venir adapter votre machine. La refonte complète, c'est souvent quelques procédés, machines, pas mal tout est à refaire. Par la suite, agir, le point 4, planifier sa modernisation. Écoute, on a tout fait ça, on a fait nos choix technologiques. Là, c'est le moment qu'on lance le projet, qu'on a un PO, qu'on débute vraiment la conception puis la réalisation du projet. Pour cette partie-là, de la gestion de projet, là, on a déjà un webinaire, là, comme j'ai dit au début de la présentation. Là, pour toutes les stratégies de gestion de projet, chaque stratégie de gestion de projet qu'on va prendre va être adaptée aussi à la stratégie de modernisation qu'on a prise. Ça fait pas mal le tour pour ma part sur le webinaire. Si vous avez des questions, à la fin du webinaire, on a nos emails, nos contacts. N'hésitez pas à nous contacter, on peut vous aider à analyser vos lignes. Ça ressemble à ça. Je vais laisser la parole à Stéphane pour finir la présentation. Oui, merci Charles Hubert. Belle présentation, merci beaucoup. Je vous dis quelques mots là, juste pour vous dire peut-être pourquoi collaborer avec des experts comme nous. Là. Parce que chez Créaform, on a l'équipe qu'il faut pour aborder des enjeux en ce qui concerne les équipements vieillissants. Puis notre approche permet d'accéder ponctuellement à des services spécialisés sans mobiliser vos ressources internes et à long terme. Accélérer vos projets grâce à des experts disponibles rapidement. Ça vous permet aussi de laisser vos équipes se concentrer là où elles apportent le plus de valeur ajoutée. Puis finalement, surtout, réduire les risques en vous appuyant sur notre expertise et en automatisation et en conformité réglementaire. En collaborant avec nous, vous gagnez en efficacité, en tranquillité d'esprit et en assurance que vos équipements répondent aux plus hauts standards de sécurité. Les coordonnées sont présentes. On est disponible pour répondre à vos questions maintenant. Je vais regarder ce que j'ai accès. Je vois quelques questions. Juste m'assurer que je vais répondre. J'ai une question ici de Ismaël. Bon, je pense que comment j'identifie le besoin d'investissement, ça faisait partie. Je te laisse répondre, Charles Hubert. Oui, c'est sûr, ça faisait partie intégralement un peu de la présentation, là, mais le besoin d'investissement, il va être vraiment justifié avec l'analyse. Quand on va aller tout analyser les enjeux, comme j'ai expliqué, les enjeux tangibles, intangibles, on va être capable de calculer les pertes, puis c'est là vraiment ROI, là, qu'on va être capable de justifier notre projet, puis voir s'il est porteur, puis si ça vaut la peine d'investir dans celui-là, dans combien de temps il va être rentabilisé, puis c'est quand on va vraiment avoir une amélioration de nos profits et de nos marges là, sur nos projets, sur notre production après. Là. Absolument. Merci. Pascal pose la question. C'est assez fréquent, par exemple, Charles Hubert. Est-il possible de mettre à niveau
que le contrôle d'un procédé et conserver la mécanique? Question récurrente, ça, Charles. Ouais. 100%, là, oui. C'est de quoi qu'on peut faire. Par contre, ça serait de venir un peu à l'encontre de tout ce que j'ai dit, de vous dire la solution, qu'est-ce qu'on vient faire, puis tout ça. Le but, c'est d'analyser. Fait que s'il y a des problèmes en ce moment, là, de mise à niveau d'usine, tout, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est vraiment juste remettre à niveau le contrôle? Est-ce que ça va être la mécanique et le contrôle? Il faut vraiment prendre le temps de faire la structure complète. Puis après ça, on va souvent faire un upgrade ciblé, comme on a parlé, là, pour juste remettre à contrôle le niveau. Si c'est ça qu'on se rend compte après toute l'analyse qu'on a faite, que c'est la meilleure solution pour vous. C'est important de ne pas prendre de décision tant aussi longtemps qu'on n'est pas sûr que c'est ce qu'il faut faire comme stratégie. Tu vois, Charles Hubert, il y avait une sous-question dans la question de Pascal. Je sais pas. Je la pose, mais j'ai presque le goût de suggérer la réponse. Son intention, c'était de préparer le contrôle puis de le garder comme un spare éventuellement lorsqu'il y a un arrêt. Est-ce que c'est une stratégie, s'il y a un arrêt qui survient? Est-ce que c'est une stratégie que tu utiliserais? Tu sais, ça serait la question que je te poserais. Tout d'abord, si vous avez l'impression qu'une panne pourrait survenir sur un équipement vieillissant, puis tout, c'est de le prévoir rapidement, de prévoir un shutdown ou de prévoir un moment, d'arrêter la ligne puis d'aller commencer à vérifier pourquoi vous avez cette crainte-là. C'est important de voir est-ce que c'est une crainte réelle, est-ce que c'est juste parce que c'est vieux, mais d'aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe avec votre usine, puis après ça, s'assurer qu'on prend la stratégie en fonction de. Avoir des pièces de spare parts sur des étagères, ça peut être bon. En fait, c'est souvent nécessaire. Par contre, il faut s'assurer, est-ce que ces pièces-là vont être encore disponibles pendant 5 ans? Est-ce qu'on est mieux d'aller mettre à niveau une certaine partie pour s'assurer qu'on a des pièces qui vont être disponibles plus longtemps dans le temps? Est-ce que ça vaut la peine d'acheter des pièces qui vont plus être disponibles? C'est toutes ces questions-là qu'il faut prendre le temps de se poser. Ouais, j'aime la réponse. Donc, c'est sûr que l'analyse est importante. L'identification, la qualification du besoin là, est importante. Mais ça ne serait probablement pas la stratégie sur laquelle je me serais appuyé là, de préparer un remplacement puis en cas de panne. Je pense que j'aurais voulu protéger la panne tout de suite puis faire en sorte que les pièces soient pas à risque. Une dernière question, si on a quelques minutes encore. Est-ce que Créaform peut nous épauler pour qualifier nos opérations face au risque de l'âge de nos procédés? Est-ce qu'on peut participer à ça, nous autres, Charles? 100%. Là, Créaform a une grosse structure, là, autant ingénierie mécanique, simulation électrique, automatisation, sécurité machine. On a tout à l'interne pour vous aider dans vos projets. En plus, on a les scanners, là, nos technologies Créaform, les scanners 3D. Des fois, ça peut nous aider à refaire une machine. On peut venir scanner les lignes puis les refaire. Fait on peut vraiment vous aider de A à Z. On peut vous partir à n'importe où dans le projet en fonction de qu'est-ce que vous sentez que vous avez comme compétence à l'interne. Si vous avez besoin d'aide à la première étape juste pour observer vos problèmes, on peut vous aider avec ça. Si vous avez besoin d'aide pour analyser une ligne complète, on peut vous aider. Si vous êtes rendu, tout est fait et vous restez qu'à réaliser le projet, on a autant les compétences pour faire les 3 stratégies de modernisation que j'ai présentées. Là, on a les compétences pour faire les 3. Merci pour ta réponse, Charles Hubert. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions. Merci d'avoir participé à la rencontre. Au plaisir de notre prochaine rencontre, Charles. Yes. Un petit mot de ta part, peut-être, avant de quitter. Merci tout le monde d'avoir